l'acquisition et fusion, il y aura toujours de la casse. Que ce soit côté people ou que ce soit côté client, parce que soit tu deviens gros, soit tu deviens trop cher aussi, parce qu'il faut rentabiliser cette acquisition, tu vois. Donc tu as ton prix de licence, ta restructuration de l'offre. Pour ressortir encore un dicton que j'adore, mais casser des œufs pour faire une bonne omelette. T'es obligé, il y aura de la casse, c'est pas grave. Donc on est là aujourd'hui pour parler de naviguer la FUSAC dans le CSM et on accueille aujourd'hui Ziad et Francesca. Je vais vous laisser vous présenter. Alors enchantée tout le monde, je m'appelle Francesca, je suis VP Operation chez Edflex aujourd'hui et depuis récemment. Et avant ça, j'étais VP CS dans une boîte de la Martech qui s'appelle Splio et avant ça, toujours dans le monde du Customer Success depuis 15 ans maintenant. Alors je suis Ziad, VP Customer Success chez Content Square depuis 8 ans maintenant. Et ça fait en fait 20 ans que je suis dans le Customer Success, donc Content Square, Adobe précédemment et Smart Focus Email Vision quelques années avant. Peut-être si on peut reprendre sur le contexte, est-ce que vous avez une idée de ce qui explique aujourd'hui peut-être une augmentation de ces pratiques et de ces acquisitions ? Mais un avis très personnel, c'est que je pense qu'on a vécu dans quand même l'âge d'or du SaaS, où il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé, qui a été investi. Il y a beaucoup de cash dans certaines entreprises. Et à l'inverse, il y a beaucoup de boîtes de SaaS qui se sont créées, qui commencent à se développer, qui ont besoin de cash désormais. Et ça crée une certaine conjoncture, un rapport de force qui fait qu'il y a beaucoup de demandes, peu d'offres. Donc ça rend le marché très compliqué. Et donc, du coup, une position de force pour ceux qui ont l'argent, pour aller acquérir. Après, la vraie question derrière, c'est quel est le but de cette opération ? Oui, c'était ma question. Est-ce que c'est une opération financière ? Est-ce que c'est une opération qui résout un problème business ? Est-ce que c'est une opération qui crée plus de cohérence et qui merge ou qui fusionne deux compétiteurs et qui augmente une part de marché ? C'est toujours les questions à se poser, mais malheureusement, des fois, c'est principalement financier. C'est une opération principalement financière et ce n'est pas assez évident à opérer quelque part. Alors, dans vos expériences, qu'est-ce qu'il y a eu les raisons qui ont fait qu'il y a eu des acquisitions parce que dans votre cas, il y a peut-être une spécificité, c'est que vous êtes à chaque fois dans des positions où votre entreprise est acquéreur d'autres entreprises, si je ne dis pas de bêtises. Oui, moi aussi. Ça, c'est un point spécifique. On est plutôt dans le cas d'être... de racheteur. Oui, d'absorber que des boîtes s'absorbent. On est moins dans le cas d'être acheté, effectivement. De ce que moi j'ai connu, c'est une quête de croissance. Donc, de se dire, j'ai besoin d'augmenter ma part de marché ou mon ARR ou quelque chose. Et le développement intrinsèque ne suffit pas. Il faut une accélération rapide. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chercher l'accélération ailleurs. Donc, racheter un concurrent, racheter... c'est quoi, c'est une base client ? Qu'est-ce que tu vas chercher à racheter dans tu rachètes ce qui te manque. Donc, tu rachètes soit une techno, soit tu rachètes un marché. C'est le plus simple, c'est celui-là. Comme le dit Francesca, des fois, tu as besoin d'être présent sur un marché. Par exemple, nous, aux États-Unis, on a racheté 2 boîtes qui sont aux États-Unis. Donc, ça nous permet de grandir aux États-Unis, de faire grandir et non seulement la techno qu'on achète, et non seulement la base client qu'on rachète, mais aussi les équipes. C'est-à-dire que tu rachètes aussi une expertise. Bien sûr. Et aller recruter, investir dans le développement des ressources, leur faire gagner en expertise, ça prend du temps. Alors là, tout d'un coup, tu as 50, 100, 200 personnes qui arrivent du jour au lendemain. Donc ça, c'est aussi un facteur très important. Et quelque part, c'est une économie d'échelle parce qu'il faut investir sur le recrutement. Tu peux te tromper sur le recrutement. Il faut investir sur l'onboarding et la formation des équipes, etc. Et il y a aussi un facteur de développement, c'est-à-dire, moi je l'ai vécu par exemple chez Smart Focus Email Vision, où on a voulu développer la base client existante. Donc tu rachètes une feature ou un produit complémentaire au tien que tu ne vendais pas jusqu'alors et que tu peux le vendre aux clients existants. Donc le coût de vente, il est beaucoup plus faible. On parle aussi de cost of sales ou cost of acquisition ou le coût d'acquisition. Parce que tu le vends à des clients qui sont existants, et donc tu le donnes aux équipes existantes, et ils le vendent par l'upsell, et ils augmentent le revenu, et donc du coup, tu as un effet hyper positif d'un coût moindre, mais aussi d'un
de revenus sur les clients existants. C'est intéressant parce qu'en préparant le podcast, moi j'ai beaucoup lu que dans les cas de FUSAC, tu allais avoir souvent un impact très direct sur le NRR, jusqu'à 5-10% de baisse du NRR. Et là, tu me dis exactement l'inverse. Mais si c'est bien fait. Si c'est bien fait, si c'est bien fait et c'est un sujet hyper complémentaire et tu étudies vraiment le use case, l'approche business, l'impact. En fait, un business, quelque part, c'est toujours quel problème je règle et à quelle vitesse j'arrive à le régler. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si j'arrive à acquérir une solution qui est complémentaire à ce qui existe chez moi, à la techno, à la culture, au people, à la mécanique commerciale, moi, j'ai vu des situations où des boîtes de SaaS rachètent des boîtes on-premise. Il y a un énorme choc culturel et ça ne marche pas. Alors que les intentions au départ, c'était de régler un problème. Mais sauf que pour régler ce problème-là en intégrant les technos, ce n'est pas possible. Ça ne colle pas. Oui, en termes d'ADN. Donc voilà, c'est là où des fois on se rate. C'est là où des fois l'enjeu il est très compliqué. Et en dernier, on en parlait juste avant tout à l'heure, tu as aussi des acquisitions où il faut qu'il y ait un match culturel. Que ce soit sur la façon de travailler, que ce soit sur les valeurs de la boîte. Est-ce que c'est une ADN client? Est-ce que c'est une ADN commerciale? Est-ce qu'on cherche plutôt la croissance que la satisfaction client? Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre avant de faire en sorte qu'une opération se fasse, mais surtout faire en sorte qu'une opération soit réussie aussi derrière. Parce que dans le cadre d'une fusion, il y a peut-être des choses à revoir. Dans le cadre d'une acquisition, il y a plus un leadership qui va imposer certaines règles. Et puis c'est à prendre ou à laisser. Moi, je dirais plus ça, c'est que... Ça serait bien de spécifier un peu la différence en termes d'expérience entre fusion et acquisition. Et une acquisition, parce que je pense que c'est très différent au niveau du CS. Ouais. C'est-à-dire la fusion, tu es en train de prendre deux sociétés ou deux projets ensemble, complémentaires, dont la complémentarité va faire une success story ou un roller coaster ou un nouveau projet commun avec une approche business des territoires, ou un profil client qui est peut-être différent. Mais ça, il faut se travailler ensemble. Ça, c'est des décisions communes. Quand c'est une acquisition, il y a un acquéreur et un dominant et voilà. Donc, les effets d'annonce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire une boîte qui est très visible, qui a les finances, qui a le marketing, qui a la marque, et qui dit, tiens, cette boîte, elle a acheté tel, et voici le plan. À la limite, tu ne demandes pas l'avis de l'autre partie de faire partie intégrante de la communication et du plan. Oui, tu décides. La fusion, tu communiques ensemble. Alors, nous, chez Content Square, on a eu un cas où c'était plus une fusion, où on parlait de power of two, c'est-à-dire la puissance des deux ensemble. D'accord ? Et ça change quand même pas mal le discours. Pour autant, dans les deux cas, il y a des craintes. Dans les deux cas, il y a des sujets, pour moi, le plus important, c'est le sujet people, avant de parler business. Alors, dans les deux cas, tu as des personnes qui vont avoir peur pour leur job. Dans les deux cas, tu es confronté, même à ton niveau de manager ou exécutif dans l'équipe, qu'en est-il pour moi, mon job? Parce qu'ils ont exactement la même personne de l'autre côté. C'est que les doublons, l'acquéreur n'a pas forcément le devoir de garder le doublon chez lui. Parce que tu ne peux pas garder que les doublons chez toi, sinon tu perds en connaissance, en expertise de l'autre côté. Oui. Il faut faire les bons équilibres et les bons arbitrages. Même plus bas, peut-être en face. Partout, à toutes les échelles, en fait. C'est-à-dire, des fois, nous, dans une des acquisitions, le CFO, c'était le CFO de la boîte qu'on a rachetée qui est devenu le CFO de la boîte. D'accord ? Des fois, que ce soit au Customer Success, on a dû se départager les territoires à deux parce que les problématiques n'étaient pas les mêmes, les marchés n'étaient pas les mêmes, les produits n'étaient pas les mêmes. Mais c'était une fusion. Donc, on avait besoin de mettre nos égos de côté et d'avancer ensemble et de construire un truc ensemble. Bien ou pas bien, peu importe. C'est le projet qui compte. Et à la limite, c'est un marathon, donc c'est celui qui arrive à la fin. C'est celui qui reste jusqu'au bout. Il faut délivrer le truc et il faut le développer. Et puis, tu as toujours une surprise ou en cours de route. Ah bah tiens, on n'a pas fini, mais on a quand même une acquisition qui arrive. Ah, on n'a pas fini, mais on ouvre un nouveau marché ou un nouveau produit. Ah, on n'a pas fini, mais... Donc, il y a toujours des trucs qui arrivent. Mais je pense que le sujet people, il est vraiment indispensable. Et je pense qu'on en parlera aussi derrière sur les effets de bord sur les clients, sur la rétention, sur les résultats, sur plein de choses. On peut en parler maintenant. C'est vraiment un des sujets qui m'intrigue le plus. Comment tu gères ça en interne, c'est quoi En plus, comme je te disais, tu as une différence de rythme. C'est-à-dire que quelque part, tu sais que la réorganisation, ça va prendre du temps parce que c'est comme ça, les phases de changement, ça prend du temps. Sauf que les gens, c'est maintenant. En fait, tu as une espèce de questionnement immédiat. Et plus tu traînes à y répondre, et plus tu as une espèce de latence qui fait que tu perds quand même en efficacité.
Et voilà. Et je trouve que, tu me diras, mais notre rôle, il est entre les deux. Il est entre les gens au-dessus qui se disent il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on fasse une réorg. Enfin, voilà, il faut qu'on soit plus efficient. Et les gens en dessous qui disent dis-moi ce que je. Enfin, il faut tempérer les deux. Et c'est pas évident parce que toi, tu es au milieu et tu sais, comme dit Ziad, que. En plus, il faut continuer à gérer le quotidien, il faut continuer à motiver les équipes, il faut continuer à gérer le business. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont tenir, pas tenir. Il y a des talents que tu voudrais garder, mais qui sont déjà à bout. Il se passe plein de choses. Et voilà, moi, je trouve que tu as un espèce d'espace-temps un peu différent. Et toi, tu es un peu entre les deux. Tu es la soupape de ça, et tu es le moteur en disant allez, maintenant, il faut faire ça. Attention, pas trop vite. Voilà, et à chaque fois, t'expliques les choses, et même quand toi, tu les comprends pas, tu les expliques quand même. C'est exactement mon point. C'est quel niveau d'information en étant VPCS, vous avez du reste du CODIR pour dérouler la vision strat et la traduire. Enfin, parfois, si vous n'avez pas le bon niveau d'info, c'est pas évident de découler au niveau des équipes le monde discours. Comment vous gérez ça? Et parfois, tu n'auras pas le niveau d'info. Ouais, donc faut vivre avec. Hein. Mais alors, comment tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu es honnête avec les équipes? Est-ce que tu leur dis cash? Je pense que au fur et à mesure, tu apprends. Hein. Tu apprends à gérer, à jongler, à expliquer. Ce que tu peux dire, pas dire. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai plutôt une tendance à être assez transparente, tout en gardant un niveau de confidentialité. En fait, il faut une soupape où tu vas pas non plus faire flipper les gens. Parce que, alors, déjà, si tu dis je sais pas, tu as le droit de dire je sais pas, mais dans une certaine mesure. Et je sais pas, moi, je garde toujours en tête, il faut garder les gens engagés. Et il faut garder les clients le plus possible. Comment tu fais du coup pour garder les gens engagés? Parce que quand on préparait le podcast, vous m'avez dit 3 ans, c'est assez rapide. Moi, je ne tiens pas 3 ans dans un contexte d'incertitude où je vois pas où je pense qu'en vrai, l'incertitude, elle est à différents niveaux. Il y a des gens, ils ont juste besoin de savoir qui ça sera leur manager, quels seront leurs OKR, est-ce qu'ils vont être maintenus dans l'entreprise et à quel niveau de salaire. Et des gens, ils ne se reconnaissent pas dans le nouveau projet, qui sont arrivés peut-être en bout de course d'un sujet. Et faut que toi, tu dises comment ça pénalise pas l'équipe. Et ça, c'est délicat quand même, parce qu'il faut aller assez vite pour leur donner de la visibilité et peut-être les aider à se projeter, tout en n'allant pas trop vite, parce que je pense que c'est le plus dur, c'est ce truc. Quand je te dis, pour moi en tout cas, le plus dur, c'est cette différence de vitesse. J'ai besoin de projeter les gens, mais je peux pas m'engager dessus. C'est ça. Pour l'instant, les gens avec qui j'ai travaillé, comme ils me connaissaient déjà bien, quand je leur disais je sais pas, on avait un bon niveau d'échange. C'est la proximité avec tes équipes qui te permet du coup de après, c'est les équipes que désembarquer. tu connais pas, c'est un peu plus délicat. Surtout sur la société qui vient d'être achetée. C'est plutôt... Si tu rachètes par exemple une société dont financièrement ne se porte pas bien, tu as des cas de figure où le CEO de cette société annonce aux équipes qu'on cherche à se faire acheter parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et tout d'un coup, tu as une entreprise qui arrive, qui est dominante sur le marché, qui a un bon positionnement, qui a levé suffisamment d'argent, elle se développe et qui dit bonjour, on veut racheter. C'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est une énorme opportunité. Il faut le reconnaître. Si c'est Quentin Swear, par exemple, qui rachète, c'est une énorme opportunité pour nous parce qu'on acquérait, ce que je disais tout à l'heure, une expertise, des talents. Donc ça, c'est un double effet positif. Un des risques qu'on observe souvent, et ce que disait Francesca de manière différente, mais c'est tu as des personnes qui travaillent dans des entreprises qui font 100 personnes, toute l'organisation, et tu les rachètes, ils arrivent dans une entreprise qui fait 2000 personnes. Le gap. C'est pas leur délire. Ah bah oui, tu ne travailles pas du tout. Oui, et ils te disent, au bout de 6 mois, mais en fait, moi, je veux aller retrouver dans une boîte où il y a... parce qu'eux, ils veulent l'excitation, ils veulent de la polyvalence. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excitation. Mais ça veut dire juste leur mapping intellectuel, la façon comment ils regardent les choses. Ils ont besoin de flexibilité. On parle du customer success, tu as des CSM dans des petites boîtes, ils font du marketing, ils font de l'événement, ils font du pre-sales, ils font de l'upsell, ils font du service, ils délivrent des trucs, ils font du conseil, ils gèrent un portefeuille. Là, ils arrivent dans une boîte qui fait 2000 personnes. Non. En fait, ils ont déjà un playbook. Le sales, il fait le renew. Toi, tu fais la valeur et la relation du compte. Tu fais les strat plans. Il y a une équipe support. Il y a une équipe professional services. Le cadre, il est défini. Maintenant, on peut ajuster, on peut twister certaines choses parce que le merge ou l'acquisition des deux crée un nouveau besoin de service ou d'expertise.
Mais on ne va pas tout chambouler juste pour toi. Ouais. Ça fait partie des risques qu'on a. Et tu as aussi le risque t'as le risque de l'épuisement parce que des boîtes qui veulent se faire racheter, des fois les CS ils sont en train de maintenir une base client pendant un moment et au moment du rachat, c'est hyper dur de repartir dans une nouvelle dynamique. Et ça, c'est intrinsèque aux gens. En fait, tu peux pas l'anticiper avant. C'est valable pour les clients d'ailleurs. Hein. C'est systématique pour toi ? Pas systématique, mais ça arrive, bien sûr. Bien sûr, ça arrive. Après, charge à toi de trouver la bonne stratégie pour jongler entre les deux. Et donc, du coup, éventuellement, segmenter ta base client, avoir des offres. Si tu fais du free ou si tu fais du SMB ou du petit business, si tu fais du mid-market ou tu fais de l'enterprise ou du strat, il faut pouvoir développer toutes ces offres-là. Est-ce que tout le monde a la capacité et le produit et le marché pour ça dépend aussi des contextes, quoi. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une intégration, une fusion ou une acquisition, côté CS, vous avez revu l'offre d'accompagnement ? À chaque fois, il y a ce travail à chaque fois, non, mais tu as quand même des ajustements. C'est-à-dire tu regarderas... vous avez suffisamment d'expérience de voir qu'il n'y a aucune organisation Customer Success qui ressemble à l'autre. Est-ce que je donnais un exemple en demi-mot tout à l'heure, on a eu une situation où il n'y avait pas de Customer Success. C'était juste du conseil payant et la techno derrière. Tu ramènes ça dans un monde de SaaS, c'est le jour et la nuit. Tu as des équipes qui sont juste à côté, ils disent nous, tout ce qu'on fait, c'est payant. Et tu as d'autres qui disent nous, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Parce que notre obsession, c'est la rétention. Eux, leur obsession, c'était le revenu. Et donc, comment tu as fait ? Tu es obligé de casser le modèle. Tu es obligé. Il faut que tu revoies le modèle. Tu te sépares certains clients en disant ils ne sont pas business-centriques pour moi. Mais ça, ce n'est pas tes décisions. Mais c'est même pas client, en fait, au départ. Au départ, c'est interne et c'est stratégie d'entreprise. Oui, donc ça ne dépend pas que de toi. Et à l'époque, la valeur du service, c'était multiplicateur fois 1,5, fois 2. Et derrière, la valeur du SaaS, elle était fois 40 à une époque. Et donc, à partir de là, la boîte, elle doit se positionner. Parce que j'imagine que dans ce temps-là, le temps que tu t'organises, que ça se mette en place, forcément, il y a un ralentissement sur plein de trucs. La structure. Que je te dis, tu as une espèce de période de latence, en fait. Même, tu as l'impression... même toi, tu dis, bon, attends, j'attends de voir. Et puis après, tu dis, non, il faut être quand même moteur dans le sujet. Mais bon, là, on dit plein de trucs comme quoi c'est difficile. Donc oui, c'est difficile. Mais c'est quand même des moments... Moi, je dis que c'est extraordinaire de le vivre aussi. Voilà, c'est quand même des moments... apprentissage. Moi, je pense que c'est là où j'ai le plus appris. C'est dans ces périodes-là. Le plus c'est difficile et plus tu te dis, mais waouh, en fait, je suis trop contente d'être là pour comprendre. Et tu apprends et sur ton métier et sur toi. Tu sais pourquoi aussi tu apprends ? Parce que c'est un des rares moments dans ta vie professionnelle où tu es obligé, par la force des choses, de sortir de ton job. Tu es obligé de faire 3-4 jobs en même temps. Tu dois faire de la com, tu dois faire de l'évangélisation, tu dois faire du management, tu dois faire du change management, tu dois passer de l'intégration, tu dois apprendre aussi un autre business, tu dois apprendre une autre culture. Tu dois recréer. Tu vas essayer de recréer quelque chose ensemble. C'est l'un des moments où tu sors de ta job description. Et je pense en plus, tout ce qui est métier, relations clients, customer success, je crois qu'on porte un peu le changement parce que si toi, tu arrives à leur faire comprendre et qu'eux, arrivent à le faire comprendre aux clients, tu as quand même un espèce de je suis fière de moi, quoi. Je suis content, on a réussi un truc. Et comme tu dis, si en plus tu amènes de l'upsell, donc ça se voit aussi sur les chiffres. Un des facteurs. Voilà, un des facteurs, c'est ça. Et, voilà. Et après, il faut aussi se dire, je vais pas avoir les chiffres que je pensais avoir, quoi. Enfin, il y a forcément de la déperdition, comme tu dis. Il y a des clients qui adhèrent pas, il y a des gens qui adhèrent pas. Il y a peut-être des décisions qui sont prises de couper une partie du revenu. Tu as peut-être des migrations produits, tu vas perdre la fonctionnalité. Enfin, il va se passer plein de trucs. Des arbitrages à faire, t'es obligé. Et voilà. Tu peux pas tout garder. Voilà, faut juste projeter, être capable de se dire, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Oui. Et dans vos rôles, vous êtes... à quel point vous êtes impliqué et à quel moment dans ces processus de rachat est-ce que vous avez le sentiment d'arriver assez tôt d'un point de vue stratégique ou c'est toujours trop tard et on est on subit comme tu le disais un petit peu, Francesca, on nous apporte la décision et on fait en sorte que ça marche. Moi j'ai vécu un cas de figure quand même assez avec Francesca quand on a bossé ensemble, donc j'ai un background historique qui était dans l'email marketing. J'ai été recruté chez Adobe pour faire autre chose, ce que j'ai acheté parce que c'était un tremplin
professionnel et personnel pour moi que d'aller dans une boîte américaine et cotée en bourse et travailler sur des assets ou des outils divers et variés. Quelques semaines avant mon arrivée, Adobe annonce l'acquisition de Neolan. Et je me retrouve dans une région qui est la région majeure, donc la France, mais je me retrouve dans un pays, dans un bureau qui est l'acquéreur, entre guillemets, managérial et opérationnel et régional de Neolan qui est en France. Et je suis un des rares, si ce n'est le seul dans le Customer Success et un peu dans le bureau, qui vient de ce background, qui comprend Neolan parce qu'on était un peu concurrent de Neolan dans mon job précédent. Donc, pour revenir à ta question, là, tu arrives vraiment après la bataille. Les dés sont jetés, les patates sont cuites, mais il faut quand même jouer le jeu, quoi. Et tu te retrouves dans un délire où tu rentres dans un job. Je reviens sur mon job historique. J'apprends rien de mon nouveau job, sur les nouvelles fonctionnalités. Bon, tant bien que mal, parce qu'il faut quand même gérer la région et le business. Et il n'y a pas que ça. et tu dis, mais moi, je n'ai pas demandé tout ça. Moi, je voulais faire un tremplin professionnel pour apprendre autre chose. Et donc, ça fait un des scénarios où tu n'es pas du tout participant au départ, dans la décision. Tu deviens très vite acteur du jour au lendemain. Et tout le monde te regarde en disant, mais c'est toi qui as l'expertise, en fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Je dis, mais moi, je suis nouveau. Je découvre la culture, je découvre la structure, les process, tout. Donc ça, c'est une histoire où... Et après, il faut prendre du recul, se dégonfler un peu le melon aussi, en disant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cherche autre chose ou est-ce que je profite de cette occasion unique de participer à un truc que je n'ai jamais vécu avant, avec un tel niveau de responsabilité ? Vient d'autres expériences plus tard, dont chez Contentsware, où tu es vite mis dans la boucle d'entrée de jeu, parce que le volume de l'opportunité il est conséquent. Tu doubles techniquement de taille en people et en business. On parle de fusion. Donc, il faut commencer à travailler avant. Je pense que c'est là, typiquement, le cas de figure d'Adobe que j'expliquais m'a appris que, il faut laisser la place. Il faut participer, c'est un travail d'équipe. Et on a tout intérêt à ce que ça double et ça grossisse et que ça marche. Mais là, tu es d'entrée de jeu dans la discussion. Oui, qu'est-ce qu'on attend de toi à ce moment-là ? Voilà. Déjà, de la confidentialité absolue. Donc, tu es sous NDA, tu parles avec une équipe très restreinte. On t'expose à des problématiques clients, produits, rétention, chiffres qui se passent de l'autre côté de la barrière, dans l'autre business que tu découvres. T'es exposé à des situations people. Donc, il y a les hypo ou les high potential, les top talent qu'il faut absolument garder. Il faut leur trouver de la place. T'exposes à des doublons, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut que tu arbitres. Et tu ne peux pas dire, attends, c'est eux qui viennent, donc ils partent. Non, parce que l'expertise, tu en as besoin. C'est tout un exercice... Et je reviens toujours sur les équipes et sur les people parce qu'à la fin des fins, c'est eux qui font marcher la boîte. C'est pas la techno, c'est pas le client. C'est les people qui ne sont pas au front line, qui vont gérer, ou sur le front, qui vont gérer et le discours, et la motivation, et le pitch, et la rétention, et l'explication du produit, et de la stratégie. Et c'est quelqu'un qui représente la boîte sur le terrain face au client. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, c'est là où les nuits, elles deviennent courtes, en fait. C'est là où le stress monte et il faut arbitrer, il faut prendre les bonnes décisions, il ne faut pas se tromper. Des fois, tu es confronté à des situations quand même assez uniques. Ou je ne sais pas quel poids tu peux avoir dans la décision parce que parfois, il y a des choses qui se font et ce n'est pas du tout... Alors, je pense que tu n'as aucun poids dans la décision. Tu n'as aucun poids, mais tu es informé. Mais je pense, moi, je dis toujours, les gens, ils ont besoin de comprendre. Et voilà, et tu as besoin d'expliquer. Moi, j'en fais partie, comme tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a une vraie problématique dans ce genre de cas de figure, c'est le défaut de communication. Ou de penser que tout le monde va comprendre très vite. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation sur la core team ou l'équipe centrale qui gère l'opération, sur le cercle un peu plus éloigné qui est le people management, et ensuite sur les équipes sur le terrain. Oui, il faut que tu joues le messager. Oui, c'est ce que je dis, tu es un peu au milieu. Donc, oui, je pense que il faut avoir le bon niveau d'information. C'est insécurisant si tu veux. Et sauf que tu as des enjeux de confidentialité très forts. Et parfois, en plus, tu as des différentes vitesses. Tu as quand même 2 boîtes qui vont être concernées. Il y a une boîte qui c'est peut-être mieux que l'autre parce qu'elle a structuré plus petite. Et voilà. Moi, je trouve que cet enjeu de communication, il est très fort. Il est beaucoup guidé par le management. Et nous, notre rôle en intermédiaire, c'est d'arriver à aussi diffuser un peu l'info pour pas qu'il y ait cet effet de surprise. Un peu, comme je te disais, je pense que le pire, c'est quand ton client, il l'apprend au café avec
avec son copain qui travaille avec une autre boîte, quoi. Ou par un concurrent qui dit ils sont en train de s'acheter voilà. C'est ça. Et c'est pareil pour les people. Le pire, c'est quand si quelqu'un de ton équipe il l'apprend en prenant le café avec son copain qui travaille dans la boîte concurrente, quoi. Donc voilà. Et pour revenir sur le sujet de communication, le meilleur moment pour moi, c'est de voir cette étincelle dans les yeux des gens. Tu as des gens qui ne sont pas faits pour ça et tout de suite ils vont avoir peur. Ils ne vont pas comprendre. Et tu as des gens, tout de suite, tu vois, ils voient l'opportunité. Et ça, c'est un super travail à faire quand on est manager. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment aller chercher ces personnes-là parce que c'est eux qui sont le facteur du changement. Ouais, et cette petite étincelle, on la voit dans les gens en disant « Ah, mais je vois l'opportunité que de rejoindre, par exemple, une boîte comme Content Square. C'est génial parce que on voit la segmentation, on voit les outils, on voit la proposition de valeur, on voit le truc. C'est génial. Alors que moi, j'étais coincé dans mon petit truc de 500 personnes ou 300 personnes. Et on avait des problèmes financiers. C'était un peu déprimant ces derniers temps. Là, j'arrive dans un truc top. À l'inverse, tu as des personnes qui disent ça devient trop compliqué, là, c'est beaucoup trop gros. Et tu as des personnes qui ont l'étincelle en disant mais génial, on achète un nouveau produit qu'on n'avait pas, des use cases, machin. Et tu vois tout de suite que ça part au quart de tour. Et ça, c'est des gens sur lesquels il faut bâtir. Tu vois, et ça, c'est vraiment... Et à la fin, si tu arrives à en garder 20-25% de gens hyper motivés, déjà, c'est ton noyau dur. Ils ont la connaissance et la motivation. Ça n'a pas de prix. 2, ils ont une influence énorme sur les 50% restants. Et après, tu as toujours un peu le battement sur les 20-25% restants. À risque, ils se posent des questions, qu'ils ont des doutes. Mais tu sais que dans 6 mois ou un an, soit 10% ils vont basculer dans le bon côté et les autres, ils vont finir par partir. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai observé, que je trouvais vraiment fascinant. Il y en a ceux qui vont se cacher, ceux qui vont se mettre au milieu en disant on va voir comment ça va se passer, et ceux qui vont vraiment se retroucher les manches et on va y aller, quoi. Surtout que c'est hyper excitant. Là, tu recomposes ton offre de valeur, tu découvres des nouveaux clients, tu apprends des nouvelles choses. Pour un CS, c'est a priori très excitant. Ouais. Et du coup, moi, c'est un point pour Ziad. Il y a un truc qui est très difficile, c'est quand tu les accumules. Donc... je ne sais pas comment tu fais, toi. Ça devient une culture. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient une culture. C'est hyper dur d'enchaîner pour les people. Donc, tu as l'impression que ça y est, tu as fini un premier step et en fait, hop, tu recommences. Surtout sur le pool des 10-15% réfractaires qu'on a eu du mal à passer à la première. Les réfractaires, ils y sont déjà plus. En fait, c'est même tes talents, ceux qui te suivent, des fois, tu sens que... ça, là, il décroche un peu. Même si tu comprends le sens, même tu sais que ça va être bien, même si tu vois le bout, c'est hyper dur de garder les gens engagés sur la durée dans des process fluctuants, dans des changements permanents, dans un sujet instable. Dans les pires, c'est quand tu vois que ça ne prend pas sur les people. C'est dur. Mais aussi, tu as des gens avec qui tu as bossé pendant des années et ils viennent te voir un matin en me disant tu sais quoi, c'est plus fait pour moi, ça. Ouais. Et t'as pas envie de les voir partir. Et tu les comprends, mais ça c'est dur. Et t'as pas envie, toi, c'est un crève-cœur parce qu'ils ont tellement contribué pour qu'on en arrive là. Et ça, c'est pour un manager, c'est quand même compliqué à apprendre. Mais à l'inverse, tu dois quand même avoir une augmentation de ta densité de talent et de justement ces gens qui ont les étincelles à force d'itération. Si au bout de ta 8e, tu dis en fait j'ai construit un pool qui est, t'as raison. Qui est hyper à fond, quoi. T'as raison. Mais je pense que mon histoire personnelle avec Content Square. Quand je suis arrivé en 2016, on était peut-être 60 personnes. Là, on est presque 1007, 1008. C'est énorme. Le revenu, c'est x10 par rapport à ce qu'on a connu il y a 7-8 ans. Et il y a des gens qui étaient là quand je suis arrivé et qui sont encore là. Et j'ai toujours cette peur bleue qui vient de me dire en me disant ça y est, c'est fini, je pars. Parce que je trouve qu'aussi une partie de l'histoire, c'est d'avoir construit avec ces gens-là, de vouloir encore voir le futur avec ces gens-là, de pouvoir se développer, malgré les talents qu'on a acquis, malgré les trucs. Ils ont une contribution quand même assez historique à mettre ce truc sur pied, le faire marcher, le faire réussir, le faire se développer. Et puis ça reste des phases super intenses, surtout dans des postes comme les vôtres, avec des rôles comme ça, vous êtes... Vous êtes ultra impliqué, donc forcément, ça a d'autres impacts, effectivement. Enfin, on parle beaucoup de mariage et de vie de famille, mais ça... Mais moi, j'ai fait partie plutôt des gens qui ont dit « Stop, j'arrête là, c'est plus mon histoire ». Donc, qui allait voir le manager pour dire... voilà, moi, j'étais dans cette position en me disant « Je préfère m'en aller que, en fait, traîner ma mauvaise motivation. » Enfin, j'avais besoin de changer de projet. Je pense que
ça fait partie des mauvais moments, même je pense que pour un collaborateur qui a fait partie d'une histoire, ça fait partie des moments hyper durs aussi, de se dire, c'est plus la mienne. Moi, je pense que c'est assez sain, parce que avec ce que vous avez expliqué là, il me semble quand même que dans vos fonctions, il y a tellement un rôle pivot, et à la fois côté client, de garder les champions côté client, à la fois en interne, que si tu n'as plus le mojo, vaut mieux partir. Ça me fait assez penser, la dernière fois on parlait avec Damien Lambert qui du coup, chez Pigment a connu une hypercroissance. C'est un peu pareil, il y a beaucoup de changements dans les boîtes en hypercroissance. Oui. Ça va être quoi pour tenir dans ce changement permanent, est-ce que vous avez trouvé des choses qui vous donnent le cap, vous aident à tenir sur la longueur? La résilience. Ouais, je pense que tu as raison, il y a une question de tempérament, tu as des gens qui sont à l'aise dans le changement. Tu vois, moi par exemple, je ne sais pas si une fois que tout est fait, est-ce que je m'éclaterais vraiment dans le day-to-day, quoi. Et ce que dit Francesca est très juste. C'est qu'à un moment donné, tu rentres dans un truc plan-plan, c'est la routine. Bon, j'ai fait mon forecast, j'ai regardé mes health scores, j'ai regardé mes trucs. À un moment donné, les gars, ça y est, il y a toutes les boîtes qui font ça. Ouais. Maintenant, quelle est la twist? Quel est le truc qui fait que... Tu vois, on parle de l'étincelle dans les yeux des gens, mais tu as des gens qui sont faits pour ça. Tu as des gens vraiment qui sont faits pour se challenger, pour pousser, pour s'aventurer, pour pousser les limites. Et dans l'hypercroissance, qu'il y ait acquisition ou pas, qu'on soit clair là-dessus, tu changes tout le temps. Ouais. Vous le voyez d'ailleurs dans vos jobs, dans les missions que vous faites. Et donc, tout ça, à chaque fois que tu rajoutes, tu as des gens qui trouvent l'opportunité et d'autres qui disent mais en fait, tu es en train de me couper l'herbe sous les pieds. Mais il y a du changement et il faut changer. Et c'est marrant, ça fait un effet miroir avec les clients. Les clients aussi, tu dois les habituer. Bien sûr. Ils ont la même réaction, non, d'avoir un truc par rapport au changement. Est-ce qu'il y a des clients qui sont hyper excités des acquisitions en se disant ça va nous offrir d'autres trucs? Quand ça va dans leur sens, oui. Quand ça va pas dans leur sens, non. Oui. Mais à un moment donné... Oui, parce que tu vas éventuellement, avec les acquisitions, tu vas avoir des changements. Tu as des clients qui te peuvent dire j'arrête ton produit. J'arrête ton produit, tu vois ce que disait tout à l'heure Francesca, des features. Alors j'arrête ton produit, alors quelle solution je peux te proposer? Après, je pense qu'on a tous ici le sens du client. Tu prépares ça, quoi. Enfin, tu dis pas j'arrête ton produit, débrouille-toi. Voilà. Et voire même, je pense c'est à toi de savoir quel est le client, comme ton people. Tu vas dire c'est qui mon... Précurseur. Ouais. C'est qui mon client qui va guider les autres? C'est qui c'est qui ma bête noire que je vais convaincre? Voilà, c'est qui le vilain petit canard qui va râler tout le temps, qui va pas être content, et comment l'adresser. Et tu mets dans la balance aussi, tu vois. Là, par exemple, les marchés aujourd'hui, où la culture du SaaS, elle a énormément évolué. Vous le savez, ces 2 dernières années, on regarde plus la croissance, on regarde la profitabilité. Donc, aussi, il faut harmoniser les équipes. Il y a des choses que tu peux plus faire que tu faisais avant. Il y a des services gratuits que tu faisais pour la rétention, on ne les fait plus aujourd'hui. Donc, tu crées des organisations de plus en plus, on va dire, lean, qui fait de moins en moins de services gratuits, de plus en plus éventuellement de services payants. Donc ça, c'est aussi un sacré changement pour des clients qui avaient l'habitude d'avoir tout accessible juste en payant la licence. C'est une sacrée évolution. Mais pour revenir à notre cœur de sujet qui était l'acquisition et fusion, il y aura de la casse. Il y aura toujours de la casse. Que ce soit côté people, comme on disait, ou que ce soit côté client, parce que soit tu deviens gros, soit tu deviens trop cher aussi, parce qu'il faut rentabiliser cette acquisition. Tu vois, donc tu as ton prix de licence, ta restructuration de l'offre, ton go-to-market, il est différent. Peut-être même ton ICP, ou Ideal Customer Profile, il change. Après, si tu rates sur toute la ligne, et people, et client, et tu signes pas de business et tu crois pas, tu as vraiment fait les mauvais choix. Quoi. Ça vous est déjà arrivé? Mais c'est déjà arrivé, oui. Chez Smart Focus, quand ils ont racheté, je sais plus comment elle s'appelle, Blue Chip, je crois. À l'époque, on parle en 2010-2012, elle a été revendue à €1 symbolique 2 ans plus tard. Il y a un mot de la fin. Si vous aviez un conseil à donner à un head-off ou un VPCS qui s'apprête à vivre une fusion, vous diriez quoi? Enjoy. Il faut profiter. Il faut profiter de cette expérience, de le vivre et d'apprendre. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout. Et ce sera difficile par moments, ce sera j'ai quand même génial par d'autres. C'est assez commun ce que vous dites. C'est qu'en gros, ces fusions vous ont quand même vous ont aidé à construire. C'est ce qui a construit votre carrière. On va pas le monde de la même façon. C'est ce qui te construit de même. Enfin, ça te fait même toi. Tu apprends des trucs sur toi de fou. Pareil, on finit sur l'anecdote des parents. La vie avec enfants ou sans enfants, on n'est pas du tout la même personne. Moi, mes enfants, ils m'apprennent la vie aujourd'hui parce qu'ils me posent des questions auxquelles je ne savais pas répondre avant, où je ne m'étais pas préparé. Ils te font vivre des émotions
que tu traverses pas avant, que tu traversais pas avant. Bref, d'autres proportions à garder du coup, mais on parle quand même de people, on parle quand même de business, on parle quand même de développer un truc qui peut être génial. Donc, c'est difficile, il faut se poser les bonnes questions, la raison d'être de cette acquisition, de cette opération. Pourquoi on le fait. Du coup, pourquoi on le fait, comment on le fait, et avec qui on le fait. Ça, pour moi, c'est 3 facteurs hyper importants. Bon, merci beaucoup à vous. De rien. Merci à vous d'être venus. C'était hyper sérieux en fait au final. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être venus, merci de nous avoir écoutés et on espère vous retrouver pour les prochains.